Ce soir, en première partie, nous recevrons Bernard de Montréal pour nous parler d'un sujet qui, à notre époque, avec toutes les pressions de consommation et d'influence des médias de toute forme, nous recevrons donc Bernard de Montréal pour nous parler des maladies de l'âme en première partie. Donc, Bernard de Montréal. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Tu mon chemin? Ah ouais. On parle de maladie de toute façon. Je suis pas malade, j'ai le rhume. C'est un bon amorce, Bernard. Les gens en général, quand on parle de maladie, identifient toujours le terme maladie à un aspect physique. Et évidemment, les gens considèrent qu'ils ont mal consommé, qu'ils sont... C'est la conférence ce soir? Oui, c'est les maladies de l'âme. C'est sérieux. Laisse-moi moucher avant. Ouais. Ben, je peux parler pendant ce temps-là. Bon. Et effectivement, quand on parle de maladie, on parle toujours d'un déséquilibre que l'individu du point de vue physique. Quand on parle de maladie de l'âme, les gens ont tendance naturellement à identifier ça à des maladies d'ordre mental, à des maladies qui touchent un déséquilibre quelconque au niveau de la coordination des idées ou des valeurs qu'on a à traiter dans la société. On parle souvent de maladies mentales dans des procès où des gens ont des cas de conflits majeurs avec leur famille ou qui sont même allés jusqu'au meurtre dans certains cas. Est-ce que le terme maladie mentale, dans les conférences que vous parlez souvent de l'esprit, de l'ego et de l'âme, des forces astrales qui s'associent à l'âme. Est-ce que les maladies de l'âme sont propres au monde astral, au monde de l'âme, ou si c'est vraiment l'ego qui est le responsable de l'absorption de la maladie en soi? Là? Est-ce que c'est l'ego, l'individu, là, dans la vie de tous les jours, qui est vraiment le terrain et le responsable des maladies qu'il a à vivre au niveau de l'âme, au niveau du mental? Est-ce que vous pourriez, dans vos termes, vous redéfinir le terme malade de l'âme? Un être qui est malade au niveau de l'âme. Un être qui est malade au niveau de l'âme, c'est un être qui a une âme qui n'est pas suffisamment évoluée pour pouvoir, sur le plan humain physique de l'incarnation, traiter avec la vie d'une façon intelligente. Comme l'âme n'est pas suffisamment évoluée, elle est facilement influençable à partir de l'astral. L'homme n'a pas de conscience intégrale encore. L'homme a une conscience expérimentale sur la Terre. Donc, tout ce qu'il vit dans sa société, dans sa culture, dans l'intérieur de la conscience de sa race, c'est toujours sujet à des éléments qu'il ne peut pas comprendre complètement. L'homme vit sous l'influence de pulsions astrales puissantes. L'homme a un lien karmique avec le plan de l'âme. L'homme vient de la mort. Il s'incarne, il retourne à la mort, il s'incarne. Bon. Alors l'homme a des liens karmiques, et ces liens karmiques-là, il ne les connaît pas. L'homme a des sensibilités par rapport à lui-même, qui sont souvent des sensibilités par rapport à l'astral en lui-même. L'homme est un être multidimensionnel. Le problème de l'être humain, c'est que à cause de sa façon de penser, qui est très subjective, à cause du conditionnement de sa culture, de la conscience de sa race, n'est pas capable à ce stage-ci de l'involution, n'est pas capable de saisir le fait qu'il est un être multidimensionnel, avec un corps astral, un corps mental, un corps physique, un corps vital, ainsi de suite. Donc l'homme a l'impression que tout ce qui se passe dans sa tête, ça fait partie de l'activité cérébrale de son cerveau, mais aussi l'activité de son ego. Ça fait partie de son ego. Et ce n'est pas le cas. L'ego, c'est simplement le résultat d'un processus de réflexion qui est créé par l'activité du mental à travers la subjectivité de ses pensées, qui, elles, sont très facilement influençables à partir du plan astral. L'homme, on ne peut pas assujettir l'univers à la méthodologie scientifique. La méthodologie scientifique s'applique à la compréhension des lois matérielles.
Pour comprendre l'univers, pour comprendre les plans parallèles, pour comprendre les plans subtils de l'âme, ainsi de suite, ou le plan mental de l'esprit, il faut appliquer des lois qui sont différentes. Autant objectives, mais différentes. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme peut comprendre la relation qui existe entre son expérience en tant qu'ego sur la Terre, à travers ou par rapport à des expériences personnelles, ou des expériences collectives, comme la guerre, par exemple, et des forces en lui qui sont attenantes à sa conscience. L'homme n'a pas de pensée créatrice. Il n'a pas de conscience créatrice. Il a une conscience expérimentale. Expérimentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette conscience n'est pas capable, par elle-même, de devenir complètement autonome tant qu'elle n'est pas mise en vibration à partir d'un plan supérieur au monde de la mort, au monde astral, qui est le plan mental supérieur, qui est le plan mental d'où lui reçoit l'énergie de sa pensée à sa source, mais qui est éventuellement, au fur et à mesure où elle descend dans sa conscience inférieure, astralisée, manipulée et sujette à créer dans son ego des perceptions qui ne sont pas nécessairement intelligentes. On parle dans la maladie de virus, de bactéries. Est-ce qu'il y a un équivalent dans la relation de la maladie avec l'âme, là? C'est la maladie avec le corps, on parle de virus, on parle de bactéries. Il y a pire. Il y a pire. Bon, le plan astral, le plan de la mort, le plan astral, le plan des désincarnés, le plan des entités, ces êtres-là, dès qu'ils sont sortis de la matière et qu'ils ne se conforment plus aux lois humaines matérielles, deviennent des vampires. Bon, maintenant, comment est-ce que l'homme peut, par lui-même, savoir que les désincarnés ou les entités sont des vampires? Bon, ben, il faut qu'il parle avec eux autres. Mais déjà, pour parler avec eux autres, communiquer avec eux autres, c'est déjà du stock. Parce que l'homme n'est même pas conscient du pouvoir de sa propre parole. Il n'est même pas conscient du siège dans sa conscience mentale d'une faculté créative qui est libre de ces plans-là. Donc, il n'est pas capable de communiquer avec ces plans-là parce que ça fait partie des lois de ces plans-là d'assujettir la vibration de la pensée à un mode subjectif. Donc, l'homme, quand il vit sa pensée, il la vit toujours dans un mode subjectif. Mm-hmm. L'homme, quand il pense pas par rapport à un tu, il pense pas par rapport à une forme pronomiale, du tu objectif. Il pense toujours par rapport à un je. C'est toujours un je qui vient en tête. Mais le je, il fait partie du conditionnement psychique de l'ego à partir du plan astral. Si l'homme était réellement conscient et qu'il était en communication télépathique avec les circuits universels, donc sa source, l'homme ne vivrait pas une communication, ou c'est-à-dire une pensée subjective, il vivrait une pensée objective qui deviendrait de la communication télépathique avec le plan mental et le je subjectif qui est astralisé dans sa conscience évolutive, deviendrait un tu prépersonnel, communicatif, qui établirait une base de relation entre lui en tant qu'ego, ou en tant qu'être, ou en tant que petit moi, avec un principe plus vaste, qui est lui-même, sur d'autres plans universels, qui coïncide parfaitement avec la gestion de ce petit moi dans l'expérience de l'âme sur le plan matériel. Ça fait partie de l'évolution de la psychologie de l'homme nouveau, de la conscience supramentale. En attendant, l'homme, quand il vit son expérience, quand il vit ses difficultés dans la vie, quand il vit sa conscience expérimentale, il ne peut pas avoir une parfaite vision de la dynamique de cette conscience-là. Donc, il a une conscience existentielle totalement basée sur le principe de la réflexion de la pensée. C'est pour ça que l'ego, ce qu'on appelle l'ego, aujourd'hui, c'est un phénomène de réflexion de la pensée subjective qui est astralisée. Si l'homme était conscient, puis l'homme était en communication avec sa source sur un plan mental, où la pensée ne serait pas subjective, où il pourrait utiliser la forme pronomiale du tu ou du je, l'ego, dans sa fonction réflexive, subjective, expérimentale, disparaîtrait et l'homme automatiquement aurait une conscience supérieure, c'est-à-dire une conscience capable de comprendre ce qui se passe dans le plan de la mort, capable de comprendre les nuances
au niveau de son mental, au niveau de ses pensées. Puis la meilleure façon d'expliquer, si vous voulez, ou d'indiquer la réalité de ceci, c'est... puis ça s'adapte probablement à tout le monde. Quand on est jeune, puis qu'on n'a pas beaucoup d'expérience de vie, puis qu'on ne sait pas créer encore un ego, parce que l'ego se stabilise à 21 ans, qu'on est à la recherche d'une certaine identité, ainsi de suite. On vit énormément de frustration au niveau de l'ego. On sent pas notre être encore. On n'est pas capable de bénéficier d'une sorte de solidité de notre être. Puis à ce moment-là, c'est très facile pour nous, surtout quand on vit des peines d'amour en tant que jeune fille, ou qu'on perd notre job en tant que jeune homme, ainsi de suite, ou qu'on se fait dire par le boss qu'on est des pleins de marde. C'est très facile pour nous autres de devenir très petits dans notre conscience personnelle, parce que l'astral vient à l'attaque. Donc, dépendant du lien karmique, parce que l'homme qui s'imagine que l'âme sur la Terre, elle est totalement solitaire dans un processus incarnationnel, il se fout de lui-même, parce que l'âme n'est pas solitaire, parce que l'âme, elle est rattachée par lien karmique à d'autres plans, d'où elle vient. Donc, si l'homme est moindrement faible, moindrement émotif, moindrement délicat dans le mental, le contact avec à partir du plan astral vers lui, dans son mental inférieur, se fait à son insu. Donc, la petite fille, par exemple, qui va se faire violer, puis qui va penser, parce qu'elle pense, elle va penser que elle est souillée. Mm-hmm. Elle est souillée. Elle peut penser qu'elle est souillée pendant longtemps. Jusqu'à temps qu'elle rencontre quelqu'un qui va lui expliquer ce qui se passe. Des parents intelligents, ou un curé intelligent, ou un psychologue intelligent. Puis elle peut ruiner sa vie. Mais la pensée d'être souillée, qui est purement manipulative, c'est du vampirisme astral. Ce sont des âmes, ça peut être même quelqu'un avec qui elle a eu des relations dans d'autres vies, qui est pogné dans la mort, puis qui veut, pour des raisons d'expérience antérieure, se reprendre contre elle. La vie, si on la regarde d'un point de vue occulte, la vie, c'est de la machination. La vie inconsciente, je parle. C'est de la machination. La vie inconsciente, c'est de la manipulation. Puis si on va très très loin là, dans des expériences de vie, comme les gens qui deviennent malades, qui sont obligés d'aller à l'asile, ainsi de suite, qui perdent leur esprit, là, ou des gens qui entendent des voix, puis qui vont en ville, puis qui tuent du monde, là, parce que Sam leur a dit que la vie, ça devient extrêmement vampirique. Donc, c'est la vie astrale, c'est le plan astral qui est comme ça. Puis un jour, l'homme sera obligé, il sera amené, de par sa propre évolution personnelle, à comprendre, et à savoir et à réaliser ceci. Mais pour le réaliser, ceci, il va être obligé de vivre des changements dans son être, dans sa façon de penser très profond. Bon, on parle de maladie, on parle de virus. Est-ce que le virus est identifié par le « je » ? Est-ce que c'est le fait de réfléchir en jeu qui établit la maladie, qui permet à la maladie de s'installer? Ce qui permet à la maladie de s'installer, c'est de réfléchir en jeu et de ne pas être suffisamment intelligent pour reconnaître que le jeu, c'est un jeu imposé à partir de l'astral qui peut te faire n'importe quoi ou penser n'importe quoi. OK. Aujourd'hui, là, vous l'avez dit, on le sait. Est-ce qu'on peut tout de suite changer une situation comme celle-là? Non, parce que même si vous le savez, c'est purement d'ordre psychologique ou philosophique. Donc, il faut Vous le savez pas dans la souffrance de l'expérience. Mais si vous le savez, puis un jour, vous vivez une certaine souffrance, vous vivez une certaine manipulation au niveau de l'astral, puis que ça vous a été dit, ça, là, ça va revenir, ça. Puis éventuellement, vous allez pouvoir le tester, ça. Puis peut-être qu'un jour, ben, tu vas te faire dire dans ta tête que t'es un plein de merde, puis tu vas être assez intelligent, tu vas prendre une chance, tu vas dire, va donc chier, toi. Puis là, tu vas réaliser qu'il se passe quelque chose. D'un coup, ça devient silencieux. Puis de ça, là, ben là, tu vas avancer, puis tu vas commencer à comprendre. Mais c'est au niveau de l'expérience personnelle. Ça peut pas être philosophique. Tu peux pas rentrer dans tu peux pas rentrer dans la conscience évolutive, supramentale, philosophiquement. Ça, c'est au niveau de ton expérience. Il faut que ça soit dit, là. Bon, c'est écrit, c'est dit, c'est placoté dans le monde. Les Français ne reviennent pas en Europe, de ça, là. Bon, ça, c'est... Bon. Ben, un jour, on va être obligé de dealer avec ça. Autrement dit,
On part de l'involution, puis on s'en va à l'évolution. On est descendu dans la matière, puis on retourne à la source. Puis, dans ce processus-là, il va falloir que l'homme s'éveille à sa conscience. S'éveiller à sa conscience, c'est s'éveiller à sa conscience, pas au balbutiement, puis aux élucubrations du plan astral, des entités, des incarnés. Les gens vont dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on connaît du monde de la mort? Les morts sont jamais revenus, ils nous ont jamais expliqué. L'homme s'imagine qu'il est obligé de mourir pour savoir ce qui se passe l'autre bord. C'est une illusion. L'homme est capable de savoir ce qui se passe dans le monde de la mort, il est capable d'expliquer aux morts ce qui se passe, pour que les morts évoluent aussi, parce qu'il faut qu'ils évoluent, eux autres. Hein? Mais pour qu'il le fasse, pour qu'il y ait une conscience mentale, autrement dit, pour qu'il y ait une conscience qui est liée, qui est fusionnée à un plan mental, à un plan universel. À ce moment-là, étudier le monde de la mort, puis étudier les conséquences du monde de la mort sur la vie, c'est une affaire d'enfant. Puis après ça, ben, l'homme se dégage, puis il rentre dans une conscience universelle. Bon, là, la maladie de l'âme est plus possible. Quand on parle de maladie, on parle de médecin. Il y a un parallèle qui se fait. La façon que vous parlez, la seule façon de se dégager d'un problème de l'âme, c'est l'auto-guérison. Vous parlez de savoir par soi-même dans une expérience. Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui peuvent, je ne sais pas si on pourrait dire, démontrer l'existence ou la réalité du plan de la mort? Je pense à des médiums, entre autres, ces choses-là, qui pourraient donner à l'individu une certitude qu'il existe dans les plans de la mort, une influence réelle sur le mental. Si vous cherchez une certitude à l'extérieur de vous-même, vous allez demeurer quand même philosophique. Autrement dit, parce qu'oubliez pas, quand vous parlez de médium, c'est évident qu'il y a des médiums, il y a des bons médiums, puis, mais c'est pas parce qu'un être est médium qu'il est intelligent. Un médium, c'est un être qui a une faculté d'être en communication avec. Mais de là à comprendre puis à savoir ce qui se passe quand tu es en communication avec, c'est une autre manche. Moi, j'en connais des médiums, c'est réellement des gens très, très, très bien, très intelligents, très sensibles. Je connais d'autres médiums qui sont très simples, très naïfs. Je connais d'autres médiums qui sont réellement dangereux. Je connais d'autres médiums qui sont réellement des êtres extraordinaires. Puis des médiums qui sont réellement au bout, là, réellement au bout, j'en connais pas. Parce que rendu à ce point-là, tu n'as plus besoin d'être médium. Ouais. Tu sais, tu n'as plus besoin... Qu'est-ce que ça veut dire être au bout? Être au bout, ça veut dire plus être influençable. Ça veut dire réellement savoir ce qui se passe l'autre bord. Tu veux communiquer avec l'astral, tu communiques avec l'astral, pas pour ton plaisir personnel parce que tu n'as plus besoin de ça. Mais tu peux le faire par intermédiaire pour d'autres personnes. Si ça fait partie de ta vie de travail. Mais à ce moment-là, tu n'es plus médium. Tu n'es plus médium parce qu'être médium, c'est karmique. Donc, on ne peut pas dire qu'un médium peut être une forme de médecin de l'âme. Oui. Oui. Mais... il y a des réserves. J'ai rien contre le fait que l'homme soit médium. C'est bon que l'homme soit médium. Ça fait partie du service de l'homme à l'homme. Ça fait partie de sa sensibilité. Mais c'est important que les médiums deviennent intelligents de leur médiumnité. S'ils ne sont pas intelligents de leur médiumnité, ils vont se faire manipuler pareil. Puis ils peuvent se manipuler encore bien plus parce qu'ils ont déjà accès à ce plan-là. Le monde de la mort, c'est un monde de mensonges. C'est des menteurs nés. Il n'y a rien de plus menteur qu'un mort. T'sais, vous voyez des films, des fois, tu sais, des films, là. Ma femme, elle aime ça, ces films-là. Bon. Elle les regarde toutes, puis elle les passe toutes. Puis, quand tu vois, il y en avait un à la télévision hier, sur le dish américain, là. Puis, bon, c'est une affaire de femme, là, qui est en forme fantomatique. Bon. Puis, au début, quand elle commence son affaire, elle est bien straight. Mais à la fin du film, elle est toujours croche. Ils sont toujours croches. Les morts sont toujours croches. Ça n'existe pas un mort créatif. D'ailleurs, les morts n'ont pas de conscience créative. La preuve, c'est que les morts ne peuvent pas connaître la fusion. L'âme sera en fusion. Elle va être obligée de repasser par la matière. Après ça, changer le taux vibratoire, dématérialiser le corps, passer à l'immortalité. Mais il faut que l'âme revienne à la matière pour fusionner. Ça se fait pas dans l'astral. Puis les morts le savent, là, ça les inquiète, ça les fâche un petit peu, mais c'est de même. Ça peut pas se faire. Bon, l'individu qui veut absolument... Laissez-moi, je vais mettre une petite parenthèse, parce que, tu sais, il y a tellement de choses à dire. Vous me faites des petites conférences de 2 heures, tu sais. Je vous donne un exemple. On va prendre les hauts plans spirituels, les hauts plans, là. Tu sais, imagine des hauts plans spirituels où t'as des gourous, là, puis toute la crème de la crème, là, tu sais. C'est tous des menteurs pareils. Mais ils mentent tellement bien que c'est beau. Ça, on appelle ça la haute spiritualité.
C'est ça. Qu'est-ce que vous entendez par menteur? Mentir, c'est pas dans le sens mentir ici, là, quand tu mens à ta mère, là. Mentir, ça veut dire ne pas expliquer, ne pas pouvoir expliquer les lois du mensonge cosmique à l'homme. Les morts ne peuvent pas expliquer à l'homme les lois du mensonge cosmique parce que, d'abord, le mensonge cosmique existe pour sa protection psychologique. L'homme n'est pas prêt à savoir ce qui se passe dans l'intemporel, parce qu'il pense trop. Ah ouais. Tu peux pas penser à ces affaires-là, tu sautes, l'homme deviendra malade. Il pourra même plus travailler. Taux vibratoire changerait trop. Bon, OK. Fait que le mensonge cosmique, c'est une protection pour l'homme en évolution de conscience, dans une conscience expérimentale. Mais quelque part, quand l'homme commence à être intelligent, puis qu'il commence à faire interface avec ces plans-là, il ne peut pas se faire charrier indéfiniment. Quand un homme commence à faire de la recherche spirituelle, quand un homme est en contact d'une façon ou d'une autre avec des maîtres spirituels, un jour, il va falloir que l'homme sache ce qui se passe sur ces plans-là. Mais l'homme ne peut pas le savoir à partir de ces plans-là parce que ces plans-là sont responsables du maintien. C'est leur job de maintenir dans l'univers le mensonge cosmique sur la conscience expérimentale de n'importe quelle race en évolution. Que ce soit la race humaine ici ou que ce soit d'autres races sur d'autres planètes. Donc, pour que le mensonge cosmique soit dévoilé, détruit, annulé, il faut que l'homme rentre dans une certaine conscience mentale. Directement avec sa source, là. À ce moment-là, de ce plan mental-là, il est capable de regarder dans le monde de la mort, communiquer avec les morts, regarder dans le monde de la mort, et extraire de ces plans-là les lois qui font partie de l'évolution et qui les ont soutenues depuis très longtemps. Si l'homme fait pas ça, il ne peut pas comprendre la vie, il ne peut pas comprendre la conscience, il ne peut pas comprendre les lois de la pensée, il ne peut pas développer une psychologie créatrice, il ne peut pas développer un moi intégral, il ne peut pas avoir des réponses personnelles et prépersonnelles à la fois, qui sont totalement basées sur sa conscience à lui. Donc, il est obligé de vivre sa conscience mentale par rapport à de l'extérieur, soit l'extérieur social ou l'intérieur astral, ce qui équivaut à la même chose. Donc, il est fait à l'os. C'est ça qu'on appelle l'évolution. Tu peux pas demander à un mort... Moi, quand j'essaie d'expliquer aux gens comment est-ce que tu traites avec les morts, avec les morts, il faut que tu traites de la même façon comme si tu étais un avocat. Quand tu es un avocat, tu te fais pas chier, hein? Il y a un gars assis à la chaise, là, puis tu le testes. Mais si l'avocat est pas intelligent, si l'avocat est pas plus intelligent que le gars sur la chaise, il est fait à l'os. Fait qu'arrange-toi, là, pour être un avocat au moins plus intelligent que le gars, parce que tu peux avoir des gars sur la chaise dans l'astral qui sont pas mal triqués. Fait que si t'es pas toi-même suffisamment conscient, si t'as pas suffisamment contact avec ta propre source, tu pourras jamais le faire parler, il parlera pas. Il va te compter des salades, puis tu vas y croire. Puis si t'es spirituel, tu vas y croire encore plus. Puis si t'es médiumnique spirituel, tu vas réellement ça y croire. Fait que t'es fait. Fait que là, qui c'est que tu vas amener? Tu vas amener tout un tas de monde en arrière de toi à y croire. Donc, l'homme, éventuellement, quand il va traiter avec les morts, il va traiter avec les morts comme s'il était un avocat. Autrement dit, il ne prendra rien pour du cash. Tu peux rien prendre pour du cash. Mais alors, quand les gens... En tout cas, je parle pour un médium. Les médiums, souvent, ont de l'information et puis, dans les événements passés ou futurs... Je peux-tu finir une minute? J'ai une petite affaire à dire. Je suis allé à Sainte-Agathe dernièrement, puis j'ai rencontré une petite femme à Sainte-Agathe. C'est ma femme qui a rencontré la petite femme à Sainte-Agathe. Bon. Puis, ma femme est comique parce qu'elle aime ça, des fois, aller voir des médiums. Mais ce qui finit tout le temps, c'est toujours elle qui est obligée de leur parler après. Fait que j'ai dit, arrête ça. T'sais. Fait qu'elle parle, elle a rencontré la médium, puis finalement, la médium, elle s'est arrangée pour me rencontrer, parce que ma femme a dû parler de moi quelque part, là. Fait que moi, j'étais au restaurant, je sors du restaurant, puis qui c'est que je vois arriver la médium? Bon, fait que moi, je veux pas rencontrer personne, salut, mais là, je t'ai pris. Fait que j'ai parlé un petit peu. Puis j'ai dit à la médium, j'ai dit, madame, j'ai dit, vous êtes très fine, puis elle était fine, une bonne médium, sensible, tu sais, des médiums qui veulent aider le monde. Puis j'ai dit, réalisez-vous que vous êtes après vous faire mettre en dette, là? J'ai dit, vous avez 35 000 $ de dette, votre santé est à terre, là. J'ai dit, si vous continuez ça, à travailler avec ces entités-là, j'ai dit, vous allez être faite. Puis elle dit, c'est justement ce qui se passe. Elle dit, comment ça se fait que vous savez que j'ai 35 000 $ de dette? Mais j'ai dit, ça, c'est pas grave que je le sache. Mais je vous le dis, vous n'avez 35 000 $ de dette, puis organisez-vous pour arrêter ça.
Mais c'est une petite femme spirituelle, puis une bonne petite femme. Puis c'est plein de bonnes petites femmes de médiums comme ça dans la province du Québec. C'est là, que je dis que les médiums, il faut que tu deviennes intelligent. Là, elle était chanceuse à me rencontrer ou à rencontrer ma femme, on l'a alignée. Et peut-être ça demain soir. On l'a alignée, OK? Mais il va venir un jour qu'il va falloir que les médiums s'enlignent tout seuls. Que les médiums sachent ce qui se passe au niveau astral. Puis que le monde arrête de confondre le plan astral comme étant une source d'information à toute épreuve. Puis tant que le monde ne comprendra pas ça, surtout les médiums, ils ne pourront pas aller plus loin. Ils ne pourront pas aller plus loin. Parce que l'homme, dans la mesure où l'homme est conscient, il est médium anyway. Parce que être médium, ça veut dire quoi? Être médium, ça veut dire simplement être capable de répondre psychiquement à des plans subtils. Par contre, quand tu as une conscience mentale intégrale, que tu es réellement centrique, tu ne réponds plus à des plans astraux comme si tu étais un esclave de ces plans-là. Autrement dit, ce que tu sais, ce que tu dis, ça vient de ta propre source universelle. Et à ce moment-là, tu es capable de les affronter, ces êtres-là, puis ensuite les aider à évoluer. Fait qu'on est rendu là. Puis on est rendu là à un autre niveau, parce que dans le monde, aujourd'hui, là, si vous regardez la télévision, les films, ce qui se passe en Californie, il y en a de plus en plus d'affaires de cette médiumnité-là. Là. Ils rouvrent des kiosques aux États-Unis, tout partout, les médiums. Là. Puis ça, j'ai rien contre ça. Ça fait partie d'une certaine évolution. Ça fait partie de... Il y a toute une évolution rapide qui se fait. Mais c'est pas parce que ça s'en vient tout à la télévision, ce monde-là, ça s'en vient tout là, up front, ce monde-là, que les gens ne doivent pas faire attention et qu'eux-mêmes, ces gens-là, ne doivent pas prendre en considération le fait qu'on rentre dans un âge neuf. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que finalement, à partir du moment où l'homme passe de l'involution à l'évolution, c'est lui qui dicte les règles du jeu. Elles ne sont plus dictées à partir de l'astral. Pour ça, ça demande une fusion. On en a une et on avance. Finalement, l'homme aura sur la Terre énormément de sciences, de connaissances personnelles concernant ces plans-là, et l'homme ne sera plus vampirisé. Ce qui va être très difficile au cours de l'évolution pour l'être humain, je parle de celui là, qui va évoluer, là, ça va être de reconnaître l'importance et le fait irréfutable qui va être obligé de complètement changer son fusil d'épaule face à ce qu'il sait. Puis quand je dis complètement, vous avez même pas d'idée de ce que je veux dire complètement. Quand je veux dire complètement, je veux dire complètement. Autrement dit, la mémoire évolutive va totalement sauter face à la mémoire cosmique de l'homme nouveau. Totalement. Ça veut dire que toutes les notions qu'on a de n'importe quoi, que ce soit Dieu, les anges, Satan, Lucifer, les morts, nous autres, whatever, la vie, ces planètes, nous autres, les extraterrestres, tout, ça va tout sauter parce que ça va devoir être réajusté en fonction de la lumière de l'homme conscient, c'est-à-dire de l'homme qui retourne à son contact original, à sa source, à son principe universel, qui lui sous-tend tout ce qui est inférieur, tout ce qui est expérimental, et ainsi de suite. C'est pour ça que l'initiation solaire va être difficile. Et ça se fera sur une base individuelle. Est-ce que vous êtes en train de dire que les milliers d'années d'information nous ont tout le temps désinformés? Les milliers d'années d'information ont servi au développement de la conscience égocentrique de l'homme, pour le développement et l'expérience de l'âme. Mais il vient un point où c'est assez que l'ego vive sous l'influence de l'âme. Il faut éventuellement que l'âme soit mise en vibration, et elle ne peut pas être mise en vibration que par l'esprit de l'âme. Il y a une différence entre l'âme et l'esprit. L'âme, c'est pas un esprit cosmique, c'est un esprit planétaire. L'esprit cosmique, c'est le double. L'esprit cosmique met l'âme en vibration. Si l'esprit cosmique n'est pas capable de mettre l'âme en vibration parce que l'âme, elle est entourée ou protégée à travers une mémoire qui est maintenue, soutenue, développée par l'ego, inconscient, insécure, dans une civilisation qui veut garder le pouvoir pour elle-même, ou en relation avec un plan astral qui veut garder la domination sur l'homme. Comment voulez-vous que la source, le double, la lumière de l'homme puisse, ou son principe universel, puisse mettre l'âme en vibration? Il faut que l'âme soit mise en vibration. Et je vous assure que l'âme ne peut pas être mise en vibration sans qu'elle vive un choc. C'est impossible, impossible, impossible. Ça prend un choc pour que l'âme soit mise en vibration. Une fois que l'âme est mise en vibration, à ce moment-là,
Elle peut évoluer très, très vite. Et l'ego, à ce moment-là, devient désengagé spirituellement de la valeur de la connaissance. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'ego devient totalement... Il commence à se situer au-dessus de la valeur de la connaissance de l'évolution, qui est toute basée sur des aspects émotifs de sa conscience astrale. Il n'y a pas d'émotion dans la connaissance. Dans le savoir, il n'y a pas d'émotion. Il y a de l'émotion dans la connaissance. Nos religions ont démontré jusqu'à quel point il y a de l'émotion dans nos connaissances. Amène un juif avec un arabe, tu vas le voir tout de suite. Tu sais, un catholique avec un protestant, un anglais avec un québécois. Donc, nos connaissances sont faites, sont cimentées avec de l'émotion. C'est pour ça qu'on n'a pas de savoir. Quand l'homme rentrera dans une conscience supramentale, une conscience réellement fixée à sa source, à ce moment-là, il n'y aura plus d'émotion dans la connaissance. À ce moment-là, l'homme passera au savoir, mais rendu à ce point-là, ou dans ce passage-là, il sera obligé de vivre des transformations au niveau de son corps émotionnel profond. Mais ces transformations-là font partie de son expérience interne à lui. C'est pas un homme qui peut te faire vivre ça. C'est toi qui vas te faire vivre ça à partir de ton plan supérieur en relation avec ton plan mortel ici, là. Mm-hmm. Ce double-là qui met l'être en vibration, est-ce qu'il est obligé d'attendre que le karma de l'individu soit terminé? Est-ce qu'il y a une connexion qui se fait dans la mise en vibration de l'ego? Il faut que l'âme soit suffisamment évoluée. Donc, une programmation minimum que l'individu est obligé de vivre. Oui, mais ça fait partie de l'évolution de l'âme. C'est lui qui sait si l'âme a évolué 6, 7, 10 fois sur une planète ou sur d'autres planètes. C'est lui qui a toute l'archive de ça. Le double, il sait quand mettre l'âme en vibration. Si le double mettait l'âme en vibration avant le temps, mais il détruirait l'esprit dans l'ego. Okay. L'homme deviendra fou. Donc, il y a rien comme l'esprit. C'est l'esprit qui connaît le plus l'âme, comme c'est l'esprit qui connaît le plus l'ego. Donc, c'est une science pour eux autres. L'âme, pour eux autres, c'est une science. Comme nous autres, un carburateur, c'est une science. Mm-hmm. Parce qu'ils connaissent parfaitement l'âme, ils connaissent toute la mémoire de l'âme, ils connaissent tout le pedigree de l'âme, ils connaissent l'évolution de l'âme, ils savent ce qui les âmes viennent, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils connaissent tout le numérotage de l'âme. Ces êtres-là sont... Mais l'âme a toujours l'esprit qui convient, c'est évident. Mais sont déjà sur des plans de lumière, ces êtres-là. Donc, automatiquement, connaissant l'âme, quand le temps vient, ils les mettent en vibration. Puis une fois que l'âme est mise en vibration, mais là, elle évolue. Puis une fois qu'elle commence à évoluer à partir de ces vibrations-là, elle n'a plus besoin de faire de la recherche, parce que l'homme ne peut pas continuer toute sa vie à faire de la recherche. Faire de la recherche. Parce que faire de la recherche, ça fait partie, c'est un signe de notre insuffisance intérieure. Qu'un homme qui a de la suffisance intérieure ne fait pas de recherche. Fait de la recherche de quoi? Faire de la recherche des autres mémoires, des vieilles mémoires, de ceux qui ont fait de la recherche des autres mémoires, des vieilles mémoires. Faut penser aux gars qui font des PhD à l'Université de Montréal, puis qui étudient des PhD, qui ont fait des recherches sur les autres PhD, qui ont fait de la recherche sur les autres PhD. C'est comme un jeu de queue qui se tire. Faut que ça arrête, ça. Il n'y a rien de créatif là-dedans, c'est des mécaniques. Bon. Ça fait qu'il va falloir un jour que l'homme arrête de faire de la recherche, mais il ne pourra pas faire ça tant qu'il n'y aura pas de conscience suffisamment intégrée, c'est-à-dire basée, fixé au roc de sa certitude universelle, qui est son double. Là, tu fais plus de recherche. Là, tu commences à étudier. Une différence entre faire de la recherche et étudier. Faire de la recherche, c'est courir après ta queue. Tu cours après ta queue. Tu cours après ta queue spirituelle, tu cours après ta queue ésotérique, tu cours après ta queue occulte, tu cours après ta queue. Il y a du monde, c'est plein de monde dans le monde qui court après leur queue. Bon, ça, c'est tourné en rond. Étudier, c'est à partir du mental. Là, tu étudies. Tu étudies le monde de la mort, tu étudies le monde de l'homme, tu étudies la politique, tu étudies n'importe quoi à partir du plan mental. Ouais, là, c'est plus de la recherche, c'est de l'étude. Mais pour étudier, il faut avoir sorti de la recherche. Parce que quand tu fais de la recherche, tu n'étudies pas. Ouais. Tu frappes aux portes, tu écoutes, tu pars avec ce qu'ils te disent, tu t'en vas avec ça. OK, c'est de l'observation. C'est de l'observation. Tu prends ce qui était expérimenté, ce qui était dit, ça, c'est faire de la recherche. C'est rechercher de la mémoire, faire de la recherche. Mais étudier, c'est entrer en vibration avec ce qui se passe, que ce soit sur le plan matériel, ou que ce soit sur le plan astral, que ce soit sur le plan éthérique. C'est entrer en vibration avec ce qui se passe, mais à partir de ton esprit. Fait qu'à ce moment-là, tu as de l'information instantanée, puis tu avances avec ça. Tu fais d'études, puis l'homme fera d'études. C'est à l'infini, faire d'études. Il n'y a plus de fin, parce que la science est infinie, elle n'a pas de fin. L'univers est infini. Cette étude-là, est-ce que c'est une projection? Non, c'est une création. Tu peux pas projeter une science qui dévolue du plan mental vers l'ego. Tout est su. Donc, c'est déjà existant. Tout
Tout est su. Donc, quand vous faites de l'étude, vous... Étudier à partir du plan cosmique, ça veut dire reconnaître les dimensions probablement utiles à ta conscience créative dans le milieu où tu es vivant. C'est ça que ça veut dire utile. C'est inutile pour l'homme d'étudier des choses qu'il va savoir ou qu'il va utiliser simplement quand il va être sur le plan intellect. Bon, parce que tu étudies toujours des choses en fonction, ils vont te donner de l'information, ils vont t'informer, te mettre en vibration par rapport à ce qui peut être utile. Parce qu'il vient un point, mais tu passes à un autre niveau, tu viens à un point où tu ne peux plus communiquer des sciences occultes, autrement dit des sciences de l'intemporel. Tu es obligé de le faire au niveau télépathique, tu es obligé de le faire à partir d'autres langues qui font pas partie des langues de notre planète, ainsi de suite. Donc, ça dépend où tu en es rendu. Donc, l'étude est toujours en fonction de ce que tu as besoin, de ce que tu peux faire, de ce qui peut être utile. Sans ça, ça sera une perte d'énergie énorme. Puis ça sera basé, ça sera causé par la curiosité. Tu peux pas étudier par curiosité quand tu as une conscience mentale. Tu étudies par nécessité, pas par curiosité. Tu fais de la recherche par curiosité, tu cours après ta queue par curiosité, mais tu fais pas d'études par curiosité. Souvent, dans vos conférences, vous mettez beaucoup l'accent sur le fait de ne pas croire. Est-ce que le fait de ne pas croire, quand l'individu en arrive un jour à ne pas croire, pas dans le sens d'être sceptique, mais pas croire dans le sens que vous le dites, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut identifier qu'on a été mis en vibration par l'esprit? Ouais. C'est à ce moment-là que le déclenchement... Ça, j'aime ça. Ouais. Quand tu es rendu que tu peux plus croire, tu es déjà en vibration. T'es déjà ou c'est le moment où tu es mis en vibration? Quand tu peux plus croire, tu es déjà dans ce processus-là. Parce que c'est dur pour l'être humain de pas croire. Premièrement, il pense. Puis il pense que penser, c'est bon. Puis il pense que s'il pense à quelque chose d'intéressant ou qu'il lit quelque chose d'intéressant ou qu'il a entendu quelque chose d'intéressant, c'est bon. Que c'est vrai. Le problème de la croyance qui a été utilisée par tous les pouvoirs de la Terre, autant les pouvoirs des religions que les pouvoirs des gouvernements, c'est que la croyance, elle est polarisée, elle polarise le mental. En polarisant le mental, elle situe l'ego, elle met l'ego face au vrai puis au faux. Fait que tu te promènes toute ta vie, c'est-tu vrai, c'est-tu faux, c'est-tu vrai, c'est-tu faux, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça. Dieu existe-tu, il existe pas. Les morts existent-tu, les morts n'existent pas. L'immortalité existe-tu, elle n'existe pas. T'sais? Fait que tu passes ton temps à te promener à gauche pas à droite, puis un jour, il faut que tu te branches. T'arrêtes de te promener à gauche ou à droite. Tu sais si Dieu existe ou il n'existe pas, si les morts existent ou ils n'existent pas. T'sais? Un jour, il faut que tu saches ce qui se passe. Bon, mais pour ça, il faut que tu arrêtes de croire. Ça veut dire quoi, arrêter de croire? Ça veut dire arrêter de croire. Mais ça, c'est pas une attitude mentale. C'est une faculté évolutive que tu as perdue. Ça se produit, puis ça devient de plus en plus évident, naturel, plus tu es conscient. Tu peux pas croire. Croire qui? Quoi? Par contre, dans la mesure où tu avances dans cette capacité, parce que c'est une capacité pas croire. C'est extraordinaire pas croire. Quand tu es rendu à suffisamment avancé dans cette capacité, dans cette conscience mentale-là de ne pas croire, tu es capable d'étudier n'importe quoi. T'étudies, mais tu n'es pas capable de croire. Parce que croire, ça fait partie de l'insécurité de l'ego. La seule raison que l'homme est obligé de croire ou que l'homme croit, c'est parce qu'il n'y a pas accès à ses corps subtils, donc il est pogné dans la matière, puis il est comme ça. Fait qu'automatiquement, il est obligé de croire pour se donner ce que les Anglais appellent un meaning in life. Mais tant que tu es obligé de te donner un meaning dans la vie qui est basé sur la croyance, tu es fait à l'os, tu vas toujours être astralisé. Au lieu de t'en créer un meaning, tu vas t'en donner un en fonction de ta croyance. Puis en ce qui me concerne, le phénomène de croire, c'est de ce qu'il y a de plus astral sur la Terre, puis c'est responsable pour l'ignorance abominable de l'être humain, qui a été perpétuée pendant des siècles, puis qui a été amené à des niveaux de sophistication tellement avancés que même dans les universités, on nous l'enseigne. C'est absolument abominable, la croyance. Ouais. C'est abominable. Les idéologies, les religions, toutes les prêtrises ont utilisé la croyance, parce que à partir du moment où l'homme, puis je dis pas que ça n'a pas été bon, c'était bon dans le temps que l'homme croyait à ça, puis que l'homme croyait au Père Noël, puis que l'homme, tu sais, mais il va falloir un jour que l'homme sache qu'est-ce que c'est, ça, cette affaire-là, objectivement. Ça fait partie de l'évolution. Mais en ce qui me concerne, croire, c'est anti-homme, croire. C'est anti-conscience, c'est anti-identité, c'est assujettir instantanément à un niveau quelconque de pouvoir, soit sur la Terre, à travers les gouvernements, les religions, ou dans l'astral, à partir des désincarnés. Donc, on peut affirmer que croire, c'est la source de toutes les maladies de l'âme. Croire, que ça c'est bien dit. Maudit que tu parles bien. Croire, c'est la source de toutes les maladies de l'âme. Je pourrais pas le dire mieux que ça.
OK. Croire, c'est la source de toutes les maladies de l'âme. Les solutions, Bernard, face au fait que quelqu'un croit. Une personne, généralement, va croire quelqu'un qui présente une vérité. Une personne vit quelque chose, pour elle, c'est vrai, c'est réel, puis pour l'autre, elle voudrait participer à cette vérité ou réalité que l'autre vit. Mais vous dites, vous, il faut pas croire. Donc, il faut pas percevoir ce que l'autre vit ou dit comme étant notre réalité. Comment qu'on peut composer avec un environnement qui débat des idées continuellement, qui nous demande à croire, puis qui nous demande dans nos croyances d'être privilégiés d'un certain membership dans quelque chose. Parce que si tu crois à la loi, ben tu peux être avocat. Si tu crois à quelque chose, tu peux être dans d'autres choses. L'individu est obligé quasiment dans notre société de croire à quelque chose s'il veut participer à un regroupement quelconque. Comment qu'on peut se libérer de... Ouais, mais quand je parle de croire, là, je parle pas de croire, de croire ou de pas croire au niveau profane, là, tu sais. Je parle des choses réellement importantes au niveau de la conscience humaine. Là. Je parle pas d'avocat ou pas avocat. C'est quand je parle de croire, là, je parle de toute la notion de croyance qui sous-tend l'adhésion psychologique et psychique de l'ego à des formes de perception qui ont affaire avec la soutenance de son esprit. C'est ça que je veux dire croire. Mhm. Bon, quand tu es rendu dans ces niveaux de croyance-là, où c'est ta tête qui est en jeu, ton esprit est en jeu, le calme de ton esprit est en jeu, là, c'est là que l'homme, un jour, va en arriver à plus croire. S'il est pour en arriver à savoir, tu peux pas croire puis savoir. Tu peux croire puis avoir des connaissances qui vont renchérir ta croyance. Mais tu peux pas croire puis savoir en même temps, parce qu'un est mutuellement exclusif de l'autre. Vous dites que quelqu'un qui sait, c'est impossible pour lui. Ben oui, il vit de la certitude, hein, c'est ça. Tu peux pas croire, tu vis une certitude. Moi, si je te parle, moi, puis je te dis quelque chose, puis tu me crois pas, ça change rien dans ma vie. Ouais. Ça, c'est ton problème. Je te l'explique, va-t'en avec ça pendant 10 ans, 15 ans, regarde, étudie ça à partir de toi, dis, bon, ben c'est intéressant, puis je suis capable de te le mettre d'une façon assez intéressante, créative, pour que, effectivement, tu vois, ouais, c'est intéressant, mais si tu crois pas, t'es encore mieux. D'ailleurs, probablement, une des choses que j'apprécie le plus de ta personne, c'est ton indépendance d'esprit. Par contre, pas croire, ça veut pas dire nier. Ça, c'est une attitude. Pas croire, ça veut dire pas croire. C'est bien compliqué, ça, pas croire. C'est effectivement, pour les gens, c'est très compliqué pas croire. Parce que c'est ce que j'expliquais, les gens ont été formés depuis la toute petite enfance à participer à un regroupement collectif quelconque sur une base de croyances idéologiques. Si je dis quelque chose d'intéressant, t'es capable de dire, ah, c'est intéressant. Oui, mais je me sens pas obligé de participer. C'est ça. Mais pour les gens, c'est comme un consensus de base. Ben oui, mais c'est ça, faut que l'homme dépasse. Du monde comme moi, c'est dangereux. Pourquoi vous dites ça? C'est dangereux du monde comme moi parce que, heureusement que je contrôle ma parole, là, que je sais ce que je dis, puis je suis capable de réellement mesurer ce que je dis. Mais du monde comme moi, c'est dangereux parce que ça met en vibration. Mm-hmm. Bon, admettons que je suis un bon gars. Le danger est moins pire. Mais le monde ne sait pas si je suis un bon gars. Qui c'est si je suis un bon gars? Peut-être au cours des années. Peut-être après 10 ans, 15 ans, 20 ans, le gars, il est bien continu, il respecte l'individualité de l'homme, il cherche pas à faire des religions, il cherche pas à faire des sectes, il s'occupe de sa famille. Ouais, peut-être que c'est un bon gars. Mais l'homme, il peut pas savoir, là, de prime abord, je suis un bon gars avec la gueule que j'ai. Je suis peut-être un charlatan, je suis peut-être, tu sais, veux dire? Mais comment il peut le savoir à ce moment-là? S'il croit pas, il est safe. C'est pour ça que je dis, c'est important de pas croire. Autrement dit, je me mets dans une situation difficile. OK? Ouais. Je me mets dans une situation difficile. Puis peut-être que je suis un bon gars. Puis peut-être que je suis pas un bon gars. Fait que j'ai dit au monde, parce que tu sais pas si je suis un bon gars ou je suis pas un bon gars. Fait que crois pas, fait que t'es safe. Ouais, mais on a beaucoup plus tendance à croire quelqu'un qui dit de ne pas le croire. Ouais, mais ça c'est parce que vous êtes susceptible à la déformation de la vérité. Ouais. Vous êtes susceptible à la négation de l'importance. Vous trouvez ça merveilleux, un gars qui se met petit. Vous trouvez ça merveilleux. Mais ça peut être un truc. Tu sais, un gars comme moi, ça peut être bien... Je suis créatif, moi. Tu sais, la psychologie humaine, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Fait que je peux faire ce que je veux. Fait que si je suis réellement un être intégral réel, là, qui fait tous ces qui dit tout ce qui est supposé dire, comme je le dis, que je le dis, là, ben à ce moment-là, je dis, croyez pas, c'est important que même moi, vous me croyez pas.
Fait que si moi, vous me croyez pas, qui est supposé d'être un gars, Bernard de Montréal, réellement là, conscient de l'individualité de l'homme, puis conscient de toute la crise de game de l'involution là, que je suis en train de faire sauter dans mon travail puis dans mes livres, là, mais à ce moment-là, mais vous êtes plus safe. Parce que même si j'étais fin, puis même si j'étais un bon gars, puis vous me croyez, vous allez vous assujettir à ma personne. Fait que c'est encore pas bon. Fait que je sois bon ou que je suis pas bon, me croire, c'est pas bon. Comprends-tu, je veux dire? C'est comme si... Faut que l'homme demeure dans son individualité. Toi, tu me crois pas? Non. Tu parles avec moi, on a du fun, on s'échange, je regarde ton point de vue, tu regardes le mien, puis on fixe ensemble. Puis c'est probablement pour ça que je t'ai invité à me laisser inviter. Si tu me croyais, puis t'étais assujetti à ma personne, j'aurais pas de plaisir. Il n'y aura pas de cette tension créative, là, si tu veux, entre nous deux. Parce que j'aurais pas de respect pour ta personne. Fait que j'ai pris un gars qui est réellement indépendant d'esprit, mais assez intelligent pour voir ce que je dis. Puis aller par rapport à lui-même, puis l'investiguer pour voir si ça a de l'allure. Fait que tu pars de ton centre, moi j'ai mon centre, puis on amène nos deux centres ensemble. Fait qu'on peut faire quelque chose d'intéressant dans le monde, dans la province de Québec. Fait que c'est important de pas croire. Puis le monde, ils comprennent pas ça. Parce que je suis la première personne dans l'histoire de l'humanité qui a expliqué de façon catégorique à l'homme l'importance de pas croire. Fait que si je suis un initié, puis je dis au monde, apprenez à pas croire, dans le sens créatif du terme, pour pas vous assujettir à la conscience des autres, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur le plan astral. Je le sais pourquoi je le dis, partez de ça. Un jour, vous comprendrez pourquoi est-ce que c'est important pour l'homme de pas croire. Bon, Bernard, on peut-tu rencontrer des personnes qui sont réelles, qui ne cherchent pas à faire croire, là, je parle pas de vous, là, mais je parle dans la vie, là, et que parce qu'on n'a pas de centre de gravité, on veut être remorqué par leur certitude. Ouais, on peut prendre 2-3 personnes qui ont une certitude, et puis avoir 50 personnes qui veulent être remorquées par la certitude d'autres. Ben oui, évidemment, parce que l'homme a besoin de croire. OK, bon. Non, mais Bernard, ce besoin de croire que Peux-tu fumer une cigarette? Faites comme chez vous. Bon. Ce besoin de croire, on disait tout à l'heure, c'est la source de la maladie de l'âme. Ce besoin de croire, est-ce que on peut l'extirper par... Vous parliez d'un choc. Est-ce qu'on peut l'extirper d'une façon, je dirais, claire, d'une façon évidente, par une façon de parler ou par une façon de faire vivre certaines choses? Tu sais, les 3 personnes qui disposent d'une certitude, mettons, dans une action, ces gens-là n'ont pas besoin que les autres les croient. Eux autres bénéficient de leur certitude. Ils ont leur centre de gravité. Mais entourés d'une 50aine de personnes qui, eux, ont besoin de les croire, comment ils peuvent traiter avec ces gens-là? Ils doivent les mettre au parfum. Bon, ils leur disent, on veut pas vous voir, mais eux autres, les 50, ils veulent continuer pareil. Parce qu'il y a un principe bizarre qu'on dirait que plus on repousse du monde, plus ils sont magnétisés. Ouais, mais quand tu repousses du monde, quand t'es conscient, tu as une grande centricité, puis tu es très créatif, puis que tu sens que le monde sont attirés à toi, et ainsi de suite, là. Puis, il faut que tu aies suffisamment d'intelligence pour les protéger, ces gens-là, contre toi. C'est toi, il faut que tu coupes avec eux autres. Si tu coupes pas avec le monde, ils vont toujours venir. Bon, ce qui fait qu'ils viennent, c'est quoi? Manque d'identité, manque d'équilibre, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que l'individu a absolument besoin de croire? Le besoin de croire, ça fait partie de l'insécurité foncière de l'ego face à l'infinité de la vie puis les mystères de la vie. L'ego a besoin d'eux. Fait que quand arrive quelqu'un avec des théories ou des idées, l'ego, selon la mode, ainsi de suite, va avoir tendance à croire. Ça fait partie de l'évolution. Dans l'évolution, l'homme nouveau, l'homme conscient, va avoir compris ça. L'importance de ne pas croire. Donc, il n'y aura pas tendance dans son processus créatif par rapport aux hommes. Supposons qu'il est médecin, architecte, whatever. Il n'y aura pas tendance à vouloir créer cette condition de rapport-là avec les hommes. Il va avoir tendance plutôt à s'effacer. Il va avoir tendance à mettre l'homme en garde contre la croyance parce que lui va avoir vécu ça. Il va avoir compris ça. Quand tu as compris le danger de croire, tu comprends jusqu'à quel point les hommes sont des êtres
très assujettissable. Et si l'homme est conscient et que l'homme aime réellement l'homme, tu sais, ça va loin, aimer. Tu sais, quand tu parles d'aimer l'homme, là, aimer l'homme, pas aimer l'homme avec tes émotions, mais aimer l'homme au niveau de ta conscience mentale, aimer l'homme au niveau de la science que tu as de lui en ce qui concerne ses faiblesses, son assujettissement, l'astral qui joue, tout ça, là. Quand tu aimes réellement l'homme, tu le laisses libre. Ça t'empêche pas d'y parler, ça t'empêche pas de communiquer avec, mais tu travailles toujours à le rendre libre. Et le rendre libre, ça fait partie de lui faire savoir l'importance de ne pas croire. Il n'y a pas de jeu là-dedans. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. L'homme nouveau ne pourra pas croire, et ça sera la fondation de sa conscience. L'état émotif dont vous parlez, les gens n'en sont pas conscients quand ils croient. Parce qu'ils ont l'impression de... Non, parce que ça fait partie de leurs besoins au niveau de l'âme. C'est un besoin de l'âme. La raison pour laquelle les gens croient, c'est parce que les gens ne sont pas suffisamment dans leur esprit. L'homme vit trop dans l'âme. L'homme est trop dans l'âme. L'homme est trop astral. Fait qu'il vit dans son âme qui est astral. Il vit par rapport à d'autres entités, d'autres âmes qui sont dans l'astral. Fait que... il ne vit pas sa conscience égoïque seul. OK. Parce que les gens les plus croyants, c'est les gens que j'ai vus, moi, dans ma vie, qui étaient les plus perdus. Donc, un être qui croit, en général, on dirait qu'il s'accroche à une sorte d'autorité ou de consistance. Je suis d'accord. Bon, je suis d'accord. C'est difficile de décrocher d'une consistance. Ben oui, je suis d'accord. Bon, qu'est-ce qui garantit à l'individu qui doit ne pas croire, là, qui entend une conférence comme ça, qui doit ne pas croire, qu'est-ce qui garantit à l'individu qu'il va retrouver un point de repère puis une sorte de consistance? Si un individu écoute des conférences de même, dans le cas où on parle là, où on met beaucoup d'emphase sur pas croire, puis qu'il s'en va chez eux, puis qu'il lit des livres, puis qu'il va voir d'autres conférenciers, ou whatever, qu'il fasse n'importe quoi, ou qu'il vienne à ces conférences-là, mais qu'il prenne ça réellement comme un principe important de pas croire. Mais graduellement, il va se désengager, puis éventuellement, il va pouvoir lire, il va pouvoir écouter, il va pouvoir aller rencontrer des gens, il va pouvoir venir à des conférences de même, puis au lieu de s'assujettir à des perceptions astrales, il va commencer à pouvoir sentir que ce que le gars dit, lui-ci, il sait. Ah, OK. C'est ça, mesure. Il va dire, il y a des gens qui me disent, des fois ils disent, il y a des gens qui sont venus à mes séminaires et qui me disent, ouais, je le sais, ça, je le savais, ça. Je le savais, ça. Donc l'homme n'est pas un idiot. Il y a beaucoup de choses que l'homme sait par lui-même, mais la croyance qui est extérieure à lui-même, il a toujours recouvert ça, puis il a toujours recouvert ça, puis il a toujours... Comment est-ce que tu veux que des gens, par exemple, qui ont été des êtres très, très fervents, spirituels, là, puis qui vivent des expériences réellement particulières, là, paranormales, psychiques, comment est-ce que tu veux que ces gens-là puissent superimposer ces deux expériences-là? Ils n'ont pas de référent. Fait que quel niveau d'expérience va être supérieur à l'autre? C'est celui où il y a de la croyance. Parce que dans l'autre, il n'y a pas de croyance. Ah, le gars, il est sorti de son corps un soir, et maintenant, il est accroché à son lit, puis il se retrouve accroché après la lampe. Bon. Si ça avait été expliqué dans l'Église que, oui, effectivement, mes chers enfants, dans la vie, après un certain choc ou selon certaines conditions occultes, vous pouvez sortir de votre corps. Mais l'Église a tué ça, cette affaire-là. Comprends-tu? Parce que c'était pas pratique. Pour elle. Fait que, par contre, il y a des prêtres qui étudient ça on the side. Tu sais? Il y a du monde dans le monde, tu sais. Il y a du monde dans l'Église, dans les églises, qui étudient ça on the side, puis qui sont très, très ferrés dans ces sciences-là. Mais pourquoi est-ce que la masse n'aura pas accès à ces sciences-là? Comprends-tu? Fait que ça a été mis de côté. Fait que, s'il faut que le petit gars ou la petite bonne femme aille voir son confesseur spirituel en fin de semaine, t'as dit, monsieur le curé, j'ai monté au plafond dans ma chambre, puis j'ai vu mon corps d'en haut, puis j'étais accroché là, puis j'étais bien. S'il n'est pas bien intelligent, le curé, il peut démolir son affaire. Par contre, s'il a pris des cours en parapsychologie à l'Université de Montréal, il va dire, ben, madame, vous avez peut-être fait un petit voyage astral. Puis elle, si elle dit, mais si tu écris dans la Bible, elle va dire, peut-être, tu vas faire de la recherche un petit peu, regardez ça. T'sais. Autrement dit, ça dépend toujours de l'individu, ces expériences-là. Pour que l'homme en arrive à réellement traiter... Moi, je retourne avant 69, là, parce que quand tu me parles
Je retourne avant 69. Pourtant, je n'étais pas sans dessin avant 69. Tu sais, je veux dire, j'allais à l'université, puis j'ai étudié en génie, comme tout le monde. Bon, mais j'étais réellement sans dessin. Quand je regarde ma vie aujourd'hui, ma vie après 69, après la fusion, là, puis avant 69, là, quand j'étais le petit intellectuel, là, j'étais réellement sans dessin. Pourtant, je n'étais pas sans dessin, mais j'étais réellement sans dessin. J'avais peur de retourner avant 69 aujourd'hui. Parce que la vie est tranquille, là. T'es tout seul, là. T'as tes croyances, là, qui sont toutes polarisées, là. T'avais le système communiste dans le temps, le marxiste dans le temps. Moi, je me rappelle les intellectuels des années 50, là, des années 40, c'était en vogue, tu sais, d'être socialiste de la gauche. Jean Cocteau et compagnie, là, tu sais. La gang en Angleterre, là. C'était à la mode. Tout était polarisé. Ça fait que c'est pas un cadeau vivre une conscience polarisée, basée sur le vrai ou le faux, basée sur les idéologies, que ce soit des idéologies temporelles ou spirituelles. Mais c'est une sécurité pour l'ego. Quand ça t'est enlevé, cette affaire-là, laisse-moi dire que sais-tu que t'es rendu que t'as plus de culotte? T'as réellement plus de culottes. Puis là, faut que tu commences à t'en stitcher des culottes. Tu commences à te mettre des patchs de culottes. OK, on enlève l'individu de la croyance. Lui est obligé éventuellement de se redonner une crédibilité. Se redonner une crédibilité sans passer par le fameux jeu, là, qui est une source de manipulation dans le mental, ça se passe comment? Se donner une crédibilité, ça veut dire commencer à prendre conscience qu'on n'est pas sans intelligence. Tu peux pas toujours tester ce que tu sais par rapport aux conventions culturelles de la connaissance sociale. Tu peux pas toujours aller dans un laboratoire ou rencontrer un prof à l'université pour lui demander si c'est réel, ça. Parce que s'il peut pas mettre ça dans un test tube, lui, c'est pas réel. Puis il a raison, la méthodologie scientifique, elle est définie en fonction de certains paramètres. Les scientifiques ont le droit de maintenir la rigidité de leur système pour s'empêcher de faire des erreurs statistiques. Ça, c'est leur privilège, puis ils ont le droit. Fait qu'on n'a pas à blâmer les scientifiques. Mais c'est à nous autres, les hommes, si on doit traiter avec des sciences un peu plus paranormales, plus occultes ou plus occultées à la raison, de développer un centre de gravité. Donc, il y a des gens dans le monde qui vivent des expériences, puis là, il y a la télévision, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'information. Fait que là, on a réellement une grande chance aujourd'hui d'ouvrir ses oreilles. Il y a des centres, de vibrations dans la province de Québec comme celui-ci, qui sont mondiales, qui sont très présents dans le monde. Donc l'homme a aujourd'hui réellement la chance d'aller chercher des points de repère qui, pendant l'évolution, lui étaient impossibles. Mais la clé, moi je vous le dis, j'ai assez souffert de l'astral, j'ai assez souffert de l'astral. Tellement souffert de l'astral. Le mensonge cosmique que j'ai écrit dans ma Genèse du réel, c'est pas quelque chose que j'ai lu aux Indes. C'est quelque chose que je suis allé chercher dans mon expérience initiatique. Fait que l'homme parte avec ça, puis si on dit à l'homme, c'est important au cours de l'évolution future d'en arriver à pas croire. Je veux pas dire nier. Je veux dire, regardez les choses à partir de vous autres lentement. Vous n'êtes pas pressés, lentement, puis bâtir solidement à partir de votre propre conscience personnelle. Après ça, bien, vous pourrez rencontrer des gens qui ont des idées créatives très intéressantes. Vous pourrez échanger avec eux autres. Et à ce moment-là, ça mettra fin au fameux phénomène occulte, spirituel, ésotérique des sectes dans le monde. Merci, Bernard Montréal.